Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va commencer tout de suite avec cette image. Cette image, elle est symbolique. On en a déjà parlé sur cette chaîne, j'avais même fait un petit peu un développement historique de ce monument, si on peut appeler ça comme ça, quoique c'est un peu un superlatif, pour ne pas dire finalement une curiosité. Je veux parler évidemment des Georgia Gate-Stone, ces fameuses pierres sur lesquelles sont inscrits en 8 langues différentes un certain nombre de règles, des règles qui pourraient, je dis bien pourraient, en effet correspondre un petit peu à l'idéologie des mondialistes, c'est-à-dire que déjà le premier texte est très révélateur puisqu'il y a une volonté d'essayer de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Cette curiosité, je ne vais pas revenir sur son historique, elle a été créée en 1980 dans la petite bourgade d'Alberton, dans le comté d'Alberton, en Géorgie, aux États-Unis. Alors il y a beaucoup de mystères, beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes autour de la construction et surtout le financement de ces pierres. Et bien là, elles avaient déjà été d'ailleurs dégradées par les graffitis pro-islamiques en 2014. Là, cette fois-ci, on n'y a pas été avec la main morte, ça a été à coup d'explosif. Alors, la structure est évidemment très endommagée. Une des 4 grosses pierres a été entièrement détruite, sur lequel... Peut-être que c'est dû au hasard de l'explosif, ou c'était volontaire, c'était la pierre sur laquelle les textes étaient inscrits en hébreu et en hindi. Néanmoins, l'affaire a l'air d'être prise au sérieux parce que non seulement le shérif a ouvert une enquête, mais logique, mais c'est surtout aussi l'agence d'investigation d'État, ce qu'on appelle la GBI en Géorgie. C'est en fait l'équivalent du FBI, le FBI étant l'agence fédérale, mais chaque État peut posséder également sa administration d'investigation. Là, en l'occurrence, ça s'appelle le GBI, Georgia Bureau d'investigation, of Investigation en anglais, donc a été saisi de l'affaire. Donc pour l'instant on ne sait pas. On ne sait pas l'origine, on ne sait pas les intentions, on ne sait pas la motivation, si ce n'est en effet la motivation que c'était bien une action ciblée envers quelque chose qui symbolise justement peut-être une des causes, des mal-être, des malaises, des maux de ce monde aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté d'un certain nombre de gens finalement d'instaurer une sorte de gouvernance mondiale, de réguler et de contrôler l'ensemble de la population mondiale. Autre information donc et non des moindres, c'est évidemment ce qui est en train de se passer chez vous en France. L'Assemblée nationale est constituée et intervention de la Première ministre Borne après le premier remaniement ministériel suite aux élections législatives. On remarquera d'ailleurs qu'il y en a une qui aura quitté un gouvernement pour en rejoindre un autre qui est Marlène Schiappa. Sinon, que dire de ce gouvernement, si ce n'est que c'est un gouvernement qui est à l'image finalement de la progression et de la continuité, de la dégradation même du sérieux et de, je dirais, la logique même de ce que l'on devrait trouver au gouvernement. Apparemment, il y a un ministre de l'écologie qui a été nommé alors que ce monsieur n'a absolument jamais eu aucune activité dans le domaine. Enfin, de toute façon, comme l'ont été les précédents gouvernements, c'était un gouvernement fusible, c'est un gouvernement d'apparat. En réalité, de plus en plus, les pouvoirs sont entre les mains de ceux qui sont en coulisses. Parmi eux, évidemment, les cabinets privés. Je rappelle que l'affaire McKinsey n'est toujours pas mise devant la justice, qui pour l'instant est en train de regrouper l'ensemble des éléments et en train d'enquêter pour établir la véracité, s'il peut y avoir procès ou non. Mais McKinsey n'est pas la seule. McKinsey n'est pas la seule société de conseil privé qui agit dans les rouages du pouvoir. Mais cela fera certainement l'objet encore de certains scandales et de certaines révélations. Le Parlement, donc l'Assemblée nationale, et nous avons les NUP, eh bien les NUP qui sont en train de jouer, et enfin, disons-le, qui sont en train de faire le show. Ils ont décrété une motion de censure contre le gouvernement puisque Emmanuel Borne a décidé de ne pas soumettre sa politique générale à l'approbation du Parlement. En effet, si l'on prend les partis d'opposition, que ce soit les partis de droite comme de gauche, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite,
Force est de constater qu'en effet, le gouvernement possède aujourd'hui à l'Assemblée nationale une minorité parlementaire, et ça va être très compliqué. Alors, forcément, qu'est-ce qu'on entend? On entend plein de choses. On entend des choses qui veulent séduire, des choses qui veulent essayer de caresser dans le sens du poil la population, en espérant qu'évidemment ces choses-là tomberont un petit peu dans l'oreille d'un sourd, puisque nous sommes en vacances. Nous sommes dans la période estivale, les manifestations, les contestations évidemment, accompagnant comme chaque année les départs en vacances des juilletistes, comme ça va être le cas des Haussiens. Le fait est, c'est qu'on a appris quand même quelque chose d'assez surprenant sur le projet de loi qui a été proposé à l'Assemblée nationale et qui doit être voté sur le prolongement de l'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2023. L'appareil du pass vaccinal a disparu. Quand on sait véritablement quelle est la source, quelle est la motivation et l'ambition même de ce pass vaccinal, le fait qu'il disparaisse de cette prolongation de l'état d'urgence n'est pas forcément une victoire. Force est de constater que nous sommes dans un processus qui soit à la fois national au niveau de la France que européen. Il y a une volonté d'aller dans un sens et de ne pas en déroger. Alors le fait que le pass vaccinal disparaisse de cette prolongation n'augure rien de bon, si ce n'est peut-être d'ici le mois de juillet, le mois d'août, tout d'un coup on va voir apparaître, plus particulièrement le mois de juillet, puisque le mois d'août, le Parlement est en vacances, tout d'un coup une loi qui va réintégrer ce pass vaccinal, mais sous un autre aspect. Donc ça, il va falloir surveiller la chose, parce que là, je vous le dis franchement, il y a anguille sous roche. Continuons l'actualité, l'Ukraine. C'est vrai qu'elle se fait moins présente en ce moment dans l'actualité, mais elle est toujours là. Et force est de constater que si les médias n'emportent pas trop d'attention actuellement, c'est parce que tout simplement, Kiev est en train de perdre du terrain. Les Russes continuent leur progression, les Russes continuent à conquérir, continuent à vouloir finalement, ce que l'on a toujours dit depuis le début, c'est tout simplement sacraliser le territoire du Donbass, c'est-à-dire la République de Lugansk et de Donetsk. Et force est de constater que dans cet objectif, eh bien, la Russie est plutôt en bonne progression. Force est de constater également que toutes les semaines, on entend qu'on va filer 100 millions, 500 millions, 800 millions, 1 milliard à l'Ukraine. Sauf que, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, à force de donner de l'argent et de donner du matériel, il va plus y avoir assez de soldats à mettre derrière tous ces équipements. Force est de constater que, alors, certains vous diront c'est de la fake news, que l'Ukraine, le gouvernement ukrainien de Kiev a décidé de vouloir intégrer maintenant des femmes dans l'armée pour défendre la patrie. Moi j'ai envie de dire, quand on commence à voir un pays qui commence à vouloir décréter des lois pour obliger plus ou moins des civils à s'improviser soldats, c'est que là, la situation est vraiment catastrophique. Et elle est d'autant plus catastrophique que, comme je vous l'ai dit, la progression de la Russie change tout à fait les donnes sur la situation géopolitique et surtout sur la façon de gérer la situation de la part de l'Occident. Force est de constater qu'on est en face aujourd'hui aux États-Unis d'un président qui est de plus en plus sénile et qui est de plus en plus à côté de la plaque. Et concernant l'Europe, le leadership européen est aujourd'hui sur plusieurs fronts, à la fois le front de la géopolitique avec la Russie et l'Ukraine, mais aussi le front économique, car force est de constater que si on essaye au maximum d'essayer de freiner cette inflation, eh bien elle continue à galoper, elle continue à grandir. Tellement grandir que même des fois on entend, on voit, lit des choses complètement idiotes, complètement stupides. Tellement stupides que parfois promulguées par des gens qui sont évidemment des technocrates, eh bien force est de constater qu'il y a un pays où ça fait depuis plus d'une semaine maintenant que la situation devient délicate. Je veux parler du Pays-Bas. Pays-Bas dont les médias se sont très peu accordés quelque temps pour essayer de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Et on l'a vu ce week-end. Ce week-end, ça a été un grand mouvement de mobilisation
plus particulièrement à l'origine les fermiers, des fermiers qui refusent les nouvelles réformes prévues pour leurs activités selon des principes et des valeurs pour protéger l'environnement et évidemment des politiques écologiques, mais qui vont forcément avoir un impact considérable sur leurs activités, voire même peut-être les menacer tout simplement de faillite. Donc, contestation. Seulement, sur cette contestation est venu se donner en solidarité un certain nombre de professionnels routiers, mais également les pêcheurs. Et ce week-end, des autoroutes, des centres-villes, des dépôts et des centres de distribution, ainsi que des ports aux Pays-Bas ont été bloqués. Intervention évidemment de la police pour essayer d'enrayer ce mouvement, sauf que la situation commence à devenir inquiétante. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, le gouvernement des Pays-Bas est arrivé à un point de dangerosité extrême. C'est-à-dire, soit ils font appel à l'autorité, à la réglementation, à la législation, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu dans un certain nombre de pays, sur le principe de vouloir dire on respecte la liberté de manifester, mais dans le cadre de ce que nous on vous dit et ce qu'on vous autorise à faire, et en venir de la répression. C'est-à-dire légiférer, comme ça a été le cas au Canada, avec les fameux routiers qui avaient mobilisé un certain nombre d'entre eux pour aller bloquer la capitale et plus particulièrement les quartiers alentours du Parlement d'Ottawa. Force est de constater que là, les Européens commencent à regarder les Pays-Bas d'un coin de l'œil parce que ça commence à devenir un petit peu dangereux. Parce que ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas peut faire boule de neige. Déjà en Belgique. En Belgique, on commence à avoir déjà des mouvements de soutien à leurs voisins hollandais. Est-ce que ce n'est que peut-être une amorce, ou est-ce que finalement ça va faire pchit assez rapidement dans les jours ou semaines à venir? Parce que de toute façon, force est de constater qu'on est en train de rentrer dans une période où n'importe quelle contestation, n'importe quelle manifestation pourrait éventuellement faire boule de neige et devenir incontrôlable. Alors, si en plus vous avez des problèmes d'inflation, des problèmes de coût de la vie, des problèmes de pauvreté, de précarité, des problèmes aussi au niveau du marché du travail, parce que ça aussi, en France comme aux États-Unis, aujourd'hui on est confronté à un problème, c'est qu'un certain nombre de secteurs sont aujourd'hui confrontés à ne plus pouvoir trouver des gens avec des qualifications, avec des compétences. C'est le problème qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Même moi, je suis touché dans mon travail, puisqu'on est obligé aujourd'hui d'embaucher des jeunes qui n'y connaissent rien au travail, qu'on va être obligé de former. Et donc, ça met du temps, et alors que malheureusement, au niveau des budgets, on est obligé de faire attention. Donc voilà, c'est pareil pour les routiers, c'est pareil pour les sociétés de transport qui aujourd'hui ont beaucoup de mal de trouver des routiers performants, des routiers qualifiés, donc ils vont chercher des jeunes qui viennent juste d'avoir le permis, mais qui évidemment manquent totalement d'expérience. On le voit dans la restauration, on le voit dans la grande distribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a pas un secteur qui est touché, où l'on sent qu'il y a un ralentissement de productivité, un ralentissement de qualité, de prestation, de productivité, et je pense que malheureusement en France, eh bien, c'est déjà aussi le cas. Vous avez un certain nombre de secteurs aujourd'hui où on se rend compte que malheureusement, eh bien, il y a quelque chose qui cloche, il y a des grains de sable, comme dirait l'autre, dans la mécanique. Sauf que nous avons des technocrates qui, eux, sont des gens qui réfléchissent, mais qui réfléchissent trop et qui ne vont pas sur le terrain. Et donc, qui malheureusement n'ont absolument pas une vision de la réalité et vont essayer de résoudre les problèmes comme ils l'ont toujours fait, de façon technocratique, parfois complètement à côté de la plaque. Donc, force est de constater qu'il va falloir que l'on observe un petit peu ce qui se passe, surtout au mois de juillet, parce que c'est toujours au mois de juillet, au moment où les gens sont en vacances, que c'est là qu'on décide ou que l'on voit passer des textes de loi qui, en temps normal, auraient mobilisé des mouvements, auraient mobilisé des associations, auraient mobilisé des partis politiques et auraient alerté l'opinion de l'existence de ce texte de loi. Or là, évidemment, tout le monde est en vacances, tout le monde a envie de se changer les idées, surtout 2 ans après de pandémie.
pandémie d'ailleurs dont on commence à voir relancer un petit peu les contaminations, commencer à vouloir refaire peur. Certains décident de remettre le masque, comme M. Estrozianis, qui vient de décréter que dans les transports en commun, le masque était désormais obligatoire, parce que derrière, vous avez les laboratoires pharmaceutiques qui doivent assurer quand même une évolution de leur chiffre d'affaires pour l'année 2022. Sauf qu'aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, tout est en train de disparaître parce que, comme je vous l'avais dit, non seulement l'affaire des documents Pfizer commence à remonter un petit peu à la surface, mais il y a aussi certains pays qui commencent aussi à se réveiller. On a actuellement un pays, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le Panama ou le Venezuela ou le Guatemala, ou je ne sais plus, enfin, c'est un pays d'Amérique latine, qui a décidé de porter plainte contre Pfizer pour dissimulation du fait du manque de transparence sur les composés du vaccin. Donc, la pandémie, elle est toujours là, mais là, force est de constater que là où ils espéraient peut-être réussir à asservir, peut-être réussir à contrôler, à maîtriser les populations, eh bien malheureusement, force est de constater qu'ils n'y sont pas arrivés. Sauf que le fait qu'ils n'y sont pas arrivés peut être inquiétant. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'on a entendu au forum de Davos, ce qui a été le sujet de discussion au Bilderberg, force est de constater qu'à mon avis, à la rentrée, il va se passer quelque chose. Ou tout du moins, il va se passer quelque chose, un bouleversement. Parce que très clairement, la guerre en Ukraine est une guerre qui ne peut pas continuer. C'est une guerre qui va coûter énormément d'argent. C'est une guerre qui va endetter toujours plus l'Europe ainsi que les États-Unis. C'est une guerre qui, évidemment, va mettre en opposition un certain nombre de conflits d'intérêts. Et quand je dis conflits d'intérêts, c'est pas par rapport à l'Ukraine. C'est par rapport à la géopolitique et surtout par rapport à l'économie. Je veux dire, aujourd'hui, on est en pleine guerre des matières premières. On est en pleine guerre de l'énergie. C'est pas le fait de pénurie. De l'énergie, on en a. De la matière première, on en a. Mais c'est malheureusement les coûts aujourd'hui des entreprises qui exigent toujours plus, alors que les phénomènes, les événements, le coût de la vie, l'économie, l'inflation, la crise, est en train tout simplement de changer les comportements. Un exemple, je vais encore revenir sur cet exemple qui me touche particulièrement. Vous avez peut-être pu lire ou entendre que les cinémas en France étaient en train de pleurer parce qu'ils n'arrivaient pas à remonter la fréquentation de leurs salles. Et tout simplement parce que peut-être que le modèle économique que vous avez choisi il y a peut-être 5 ou 6 ans, eh bien aujourd'hui il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus pourquoi ? Premièrement parce que vous avez une concurrence qui s'appelle le streaming, et que sincèrement, c'est pas parce que vous faites la promotion de technologies modernes, innovantes, qui vous permettent de voir un spectacle cinématographique unique. Le seul problème, c'est que ce spectacle cinématographique unique, vous le payez. Vous le payez entre 15 et 20 euros la place. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, quand j'ai dit à mes collègues qu'en France, dans certains cinémas, la place atteignait presque les 20 euros, ils m'ont regardé avec les grands yeux en me disant « Non, c'est pas possible ». Je dis « Mais oui ». Donc le modèle économique de ces exploitants qui sont en train de pleurer, peut-être qu'aujourd'hui, et je vais me dire que même à mon époque, c'était il y a 10 ans pour vous dire, que je leur disais qu'il fallait peut-être commencer à réfléchir, à pas se reposer trop sur ce modèle économique et peut-être évoluer sur autre chose. Ben, force est de constater qu'aujourd'hui, ça confirme finalement ce que je leur disais il y a 10 ans. Et que malheureusement pour eux, ils essayent de conquérir un public jeune, sauf que le jeune, lui, a adopté des modes de consommation cinématographique qui ne met pas la salle de cinéma en priorité. Car en effet, aujourd'hui, avec tous les outils, le streaming, vous pouvez voir votre film sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un ordinateur. Vous pouvez voir les films chez vous, avec un matériel pas forcément hyper sophistiqué, mais un matériel relativement abordable, qui vous permet d'avoir une qualité sonore comme une qualité d'image. Et
je peux vous assurer que les fabricants, les concepteurs, que ce soit de télévision ou de systèmes sonores, vont mettre les bouchées doubles pour accélérer le mouvement et vous permettre à vous d'avoir un matériel adéquat, un matériel de qualité pour pouvoir voir vos films, que ce soit en support Blu-ray, DVD, que en streaming. Même les services streaming aujourd'hui vont commencer et continuer à évoluer. Je rappelle, même si Netflix aujourd'hui perd des abonnés, Netflix aujourd'hui est une des rares réseaux streaming qui vous permet d'avoir les films non seulement en version originale, mais aussi dans des versions françaises, anglaises, voire allemandes, et qui plus est avec une qualité sonore qui va jusqu'à du 7.1, voire même du Dolby Atmos. Donc, la technologie va continuer à évoluer, et je peux vous dire qu'en l'espace de 10 ans, la technologie, elle a explosé en matière de streaming. Force est de constater que malheureusement, encore une fois de plus, les cinémas n'ont pas vu venir ce phénomène, et aujourd'hui sont à la traîne. Certains continuent à essayer de trouver des solutions, des promotions, des fêtes, etc. Mais le fait est que peut-être oui, en effet, le public de masse se déplace pour des gros films blockbusters. Sauf qu'attention, les gros films blockbusters qu'on avait il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui, commencent à s'essouffler. Quand un Marvel aujourd'hui était une référence pour faire venir un maximum de gens au cinéma, sauf que les derniers films Marvel n'ont pas été tous des gros succès au box-office. Et pour vous dire, même le dernier film inspiré de l'univers Harry Potter, même s'il a fait de très bonnes recettes, a reçu de très mauvaises critiques d'une manière générale. Donc, je prenais cet exemple du cinéma. Mais, j'ai envie de dire, les modes de consommation, c'est aussi les parcs d'attractions. Aujourd'hui, les parcs d'attractions sont en crise. Ils n'arrivent plus à générer les mêmes chiffres d'affaires qu'ils généraient il y a encore un certain temps. C'est à la fois aussi les événementiels, que ce soit des concerts, que ce soit des événements sportifs, même si on est d'accord sur l'événement qui a eu lieu sur la finale de la Ligue entre Liverpool et le Real Madrid, ça s'est plutôt mal passé. Il est forcé de constater qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi une question de moyens, de coûts qui n'ont pas été mis en place à la fois stratégiques, logistiques, mais aussi compétences, pour éviter cette scène, pour éviter cette dramatique situation. Et d'ailleurs, ce qui est très exemplaire aujourd'hui de ce fossé qui se creuse de plus en plus entre le réel et les technocrates, c'est la fameuse cérémonie des Jeux Olympiques de 2024. Vous en avez certainement entendu parler. La volonté du pouvoir, la volonté des organisateurs, c'est de faire un défilé, une parade sur la Seine, sur environ 7 ou 8 kilomètres, je crois, sur la Seine, en plein Paris. Sauf que, on l'a déjà entendu, Alain Bauer qui l'a dit, et aujourd'hui un certain nombre de responsables de sécurité et professionnels de sécurité le disent, c'est hyper dangereux parce que c'est impossible à sécuriser. C'est-à-dire que même en déplaçant tous les moyens disponibles en Île-de-France pour assurer la sécurité de cet événement, on ne risque pas d'empêcher le pire. Et puis en plus de ça, nous allons le dire très ouvertement, au vu des circonstances, au vu de la situation géopolitique et au vu aujourd'hui de certains nombres d'individus auxquels nous sommes confrontés dans les grands centres urbains, je ne suis pas certain que malheureusement il n'y ait pas un risque de voir à la fois d'un côté une élite qui elle va être hyper protégée, hyper sécurisée, et puis finalement le petit peuple qui va être plus ou moins sécurisé, mais pas suffisamment pour finalement devenir des proies à l'insécurité, des proies à la délinquance, des proies à la violence, voire même des proies à la sauvagerie. C'est le risque qui est aujourd'hui mis en avant, évidemment pas forcément dans ces termes, mais dans des termes beaucoup plus techniques et professionnels, pour essayer de dissuader les organisateurs de faire ce genre de parade, parce que voilà, ça va faire évidemment générer énormément de
pour eux, ce sont des technocrates, donc ils disent ça va faire venir beaucoup de gens, donc ça va faire tourner un petit peu l'économie de Paris, etc., au niveau touristique, etc. Mais les mecs, ils sont à côté de la plaque. Qu'est-ce que tu vas faire si la situation économique ne s'améliore pas en 2024, demander aux gens de claquer 150 ou 200 euros. Parce qu'évidemment, avec un tel événement, il faut bien s'attendre à ce que tous les hôtels, tous les acteurs touristiques de la capitale vont augmenter leurs prix, comme c'est toujours la coutume. Donc voilà, je veux dire, ça, c'est un très bel exemple aujourd'hui de ce à quoi on est confronté, c'est-à-dire un fossé qui se creuse de plus en plus entre la réalité de terrain, cette réalité que vous voyez, dont vous êtes les témoins, parfois même les acteurs, et ceux qui sont à la tête de nos pays, ceux qui sont à la tête de nos administrations, ceux qui sont à la tête de notre fonction publique, ceux qui sont à la tête de notre gouvernement, mais qui en réalité sont en complet décalage avec cette réalité. Et quand il y a des événements, des dérapages, des événements qui était pourtant prévisible, je veux dire, quand on voit aujourd'hui Madame Borne qui fait revenir des femmes et leurs enfants djihadistes, et que tout de suite, ça y est, paf, on a déjà l'exemple d'une jeune femme qui, même les agences de renseignement de l'OTAN ou des Nations Unies, je ne sais plus, avait déjà mis cette personne sur la liste noire des personnes les plus dangereuses, les plus radicalisées. Eh ben non, on l'a rapatriée en France avec son gamin, bon, sauf qu'on l'a tout de suite interpellée, là on va la mettre en prison, on va la faire passer un procès, etc. Mais en réalité, on a l'impression que tout est fait dans le contraire du bon sens. C'est-à-dire tout est fait pour envenimer la situation, pour aggraver la situation. Finalement, vous poussez à vous taper dessus les uns sur les autres. Parce que c'est ça, à mon avis. Je le dis, la déliquescence de l'État, ça passe aussi par la mise en place d'une situation chaotique, d'une situation insurrectionnelle, d'une situation de conflit majeur, de guerre civile, on peut le dire. Parce que sur la guerre civile, ou tout du moins sur des actes redondants, d'actes violents, ce serait alors la responsabilité de l'État de mettre en place un état d'urgence national. Une loi, comme ils ont fait pour la pandémie, et dans laquelle on vous supprimera des libertés, temporairement. Mais on va vous les supprimer quand même. Jusqu'au bout de 3, 4, 5 ans, finir par les institutionnaliser par une réforme de la Constitution, avec toute la complicité et la duplicité d'un Parlement qui est vendu à des immatures, à des irresponsables, à des hypersensibilisés, mais qui n'ont absolument aucune fonction et aucune responsabilité à assumer envers ceux qui les ont élus, envers les principes et les valeurs de la République, en principe de la destruction programmée de l'universalisme républicain. Parce que oui, cet universalisme républicain, même si sur le papier c'est très beau, mais dans la réalité c'est assez compliqué, il n'en est pas moins l'un des éléments qui fait de la France un pays assez particulier dans son système et dans son fonctionnement. Et force est de constater qu'aujourd'hui, un certain nombre de revendications, un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de mœurs qui se développent depuis ces 20 dernières années vont totalement à l'encontre de cet universalisme. Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, et d'ici là qu'on se retrouve, portez-vous bien.